souvent, on raconte une légende sur la relation entre les scientifiques qui s'occupent du climat et le dossier climatique tel qu'il est aujourd'hui, une légende complotiste. Tout avait été écrit dès le début, ils savaient avant de chercher ce qu'ils allaient trouver, et tout ça s'inscrivait dans une volonté de combattre tel ou tel système sociopolitique ou économique. C'est complètement faux. Par exemple, l'un des acteurs de cette aventure que j'aime bien, qui s'appelle Claude Lorius, un glaciologue grenoblois, qui, grâce à ses amitiés avec des chercheurs soviétiques, je dis soviétiques parce que c'était au début des années 80, qui allaient forer la glace de l'Antarctique, a réussi à damer le pion à tous ses concurrents internationaux et en particulier américains, en ramenant en France, à Grenoble et Saclay, des échantillons des carottes de glace forées par les soviétiques à la station Vostok en plein cœur de l'Antarctique. Eh bien, 1 an et demi, 2 ans avant d'avoir réussi cet exploit, donc vers 82-83, Claude Lorius présentait ses objectifs scientifiques de recherche en Antarctique, et notamment en termes d'analyse des carottes de glace. Et ce qui est très drôle, respectivement, c'est qu'il avait juste oublié un truc, le climat. Le climat en termes de relation entre le taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les évolutions passées du climat. C'est-à-dire que Claude Lorius, au moment où il fore la calotte polaire au niveau du pôle sud, pense étudier uniquement l'atmosphère, la composition de l'atmosphère passée, sans penser étudier l'évolution du climat. C'est pas du tout placé dans le cadre actuel. Il suffit de lire ce qu'il a écrit à l'époque. Et c'est pas lui qui a foré, hein, c'est les Russes. Après, ils ont foré les Français et les Italiens à la station Concordia. On est remonté comme ça sur 800 000 ans dans le passé. Donc il n'y a pas eu de complot. Il n'y a pas eu de complot, mais il y a, à cause de cette histoire d'Arrhenius, à cause de cette initiative de Killing en 1957, la possibilité d'inventer une légende comme si ses précurseurs avaient été les organisateurs de tout ce qui a suivi. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une reconstitution a posteriori où, comme souvent en histoire des sciences, on oublie tout ce qui a raté et on garde que ce qui préparait les succès futurs. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé en réalité. Oui, et on donne une impression de il y a eu logique. Une énorme découverte. Ouais. Quand les équipes françaises ont publié en 87 dans Nature le résultat des carottes de Vostok, c'était quand même une sacrée surprise. Et ces résultats ont permis, pour la première fois à l'époque, de quantifier la relation passée, sur 150 000 ans à l'époque, entre la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre et les évolutions climatiques, du moins telles qu'elles étaient enregistrées dans les glaces de l'Antarctique, sur un point du globe. Alors Sylvestre, quand vous vous intéressez à ces questions à la fin des années 1980, comment sont-elles perçues par le grand public? C'est-à-dire que vous avez certainement le souvenir de certains articles que vous avez dû écrire sur ces questions-là. Quel sort, déjà votre rédaction réservait-elle à ce type d'article et comment était-il reçu par vos lecteurs? Alors d'abord juste un point, comment c'était perçu chez les scientifiques? C'était assez drôle. Par exemple, à l'époque, j'avais des relations avec des océanographes qui étaient à la direction de l'INSU. Donc c'était à la fin des années 80, avant cette affaire de 87 ou juste après. Et alors le discours tenu, c'était leur histoire de climat qui va changer, j'y crois pas trop, mais qu'est-ce que c'est un bon argument pour demander de l'argent pour faire des campagnes océanographiques? Autrement dit, les spécialistes du climat ont mis du temps à convaincre l'ensemble de leurs collègues très proches des autres disciplines du climat, puis de plus en plus loin, allant après jusqu'aux scientifiques qui font de la biologie ou d'autres disciplines, qu'ils avaient véritablement découvert quelque chose de fondamental sur l'évolution de la planète et qu'il fallait s'y mettre tous pour mieux le comprendre. Au niveau du grand public et de la presse,
c'était très étonnant parce que, bien entendu, les idéologies ont déterminé les comportements. Et donc, il y a eu des réactions totalement opposées en fonction de ces idéologies. Donc, par exemple, les gens qui sont sensibles aux problèmes écologiques, de la nature, etc., ont directement embrayé le premier message des scientifiques, sans s'attarder trop à toutes les énormes incertitudes qu'il y avait à l'époque. Et donc, ils ont tout de suite annoncé l'apocalypse climatique en enlevant tous les conditionnels que les scientifiques utilisaient. Et à l'inverse, d'autres, poursuivant une réflexion sur d'autres bases, ont commencé à vouloir nier à toute force les résultats obtenus par les scientifiques, même lorsque ces résultats étaient tellement solides qu'ils n'ont jamais été remis en cause depuis. Et je vais prendre un autre exemple dans une discipline très éloignée de la physique du climat, mais comme tout de suite, c'est-à-dire dès 1990, premier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Merci. Merci. Dès 90, premier rapport du GIEC, et débouche en 92 sur la signature de la Convention climat au sommet de l'ONU à Rio de Janeiro. À ce moment-là, par exemple, des géographes, géographie humaine, on va dire, économique, plutôt tiers-mondistes, comme on disait à l'époque, s'inquiètent et disent « Oh là là, tout ça, c'est un complot des pays riches pour empêcher les pays pauvres de se développer, parce qu'ils vont leur dire qu'il ne faut pas utiliser trop de pétrole, de charbon et de gaz, or c'est avec ça qu'on se développe. » Et donc, des lectures de ce problème d'origine purement de la science, des lectures qui montent tout de suite au niveau politique, avec des oppositions radicales, certains disant qu'il faut arrêter tout de suite le développement économique, l'usage du gaz, du charbon, du pétrole. La survie de l'espèce humaine est en jeu. Enfin, bon, c'est allé très loin dans le discours. Et à l'inverse, des contestations non seulement des résultats de la science, mais aussi des suggestions que ces résultats faisaient en termes de politique économique ou énergétique, au nom, par exemple, de le Sud a bien le droit de se développer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dès 1992, Convention climat de l'ONU, il est pourtant très clairement indiqué dans les attendus de la Convention que, bien entendu, il faudra avoir une politique qui respecte la souveraineté des nations. Il n'y aura pas d'imposition de choix aux petits pays par les grands. Et d'autre part, il est écrit en toutes lettres dans la Convention que la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pour éviter un climat dangereux, ce n'est pas quantifié, ne doit pas se faire au détriment des besoins de développement des pays pauvres. Donc en réalité, la crainte émise par ce géographe était totalement infondée, en tout cas ne pouvait pas être fondée sur le texte de la Convention. Alors, vous avez dit très tôt, il y a eu des gens pour contester la réalité de ce que les scientifiques commençaient à entrevoir au début comme des hypothèses au conditionnel en mettant de plus en plus de certitudes au fil des années. Ces climato-sceptiques, pour vous, parce qu'on les appelle les climato-sceptiques, ils méritent un nom générique, il faut faire des différences, il y en a qui sont sincères dans ce qu'ils avancent, il y a des scientifiques avec des arguments valables, ou ce sont à chaque fois des groupes de pression, quelles sont les motivations de ceux que l'on appelle génériquement les climato-sceptiques, auxquels vous êtes beaucoup intéressés? Oui, alors très clairement, dans l'évolution du dossier, les lobbies qui, pour des intérêts économiques, politiques, idéologiques, voulaient s'opposer à la conclusion générale qui est inscrite depuis 1992 dans la Convention climat et qui est: il faut faire attention à ne pas émettre sans contrôle, sans mesure, des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, parce que c'est dangereux, et donc il faut mettre sur pied une politique permettant une maîtrise. Donc tout le monde a compris que ça passera par l'idée qu'on ne brûlera pas le gaz, le charbon et le pétrole sans se poser de questions sur les conséquences nocives que ça peut avoir pour le futur des sociétés humaines par un bouleversement climatique
dangereux. On va se poser des questions, donc autrement dit, on ne va pas brûler en tenant compte uniquement de « il y en a, je brûle ». On va s'auto-limiter. Évidemment, ça attaque des intérêts de tous ordres, matériels, financiers, économiques, mais aussi idéologiques, politiques, même géopolitiques. Tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts dans ces affaires-là. Et donc, il y a des groupes sociaux dont certains sont extrêmement organisés et financés. Des groupes, par exemple, aux États-Unis, financés par les charbonniers, qui se sont dit comment lutter contre ça auprès de l'opinion publique. Et ils ont mis en place une stratégie, ils ont développé une stratégie qu'ils n'ont pas inventée. Elle a été inventée par les cigarettiers au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il a été prouvé que de fumer développe le cancer du poumon, qu'on a appelé maintenant les marchands de doute. Donc, utiliser tout ce qu'il était possible d'utiliser dans les incertitudes de la science ou dans les non-compréhensions du public de la science, vous avez pu voir que c'est compliqué, pour instiller le doute et ainsi enclencher une réaction un peu primaire. Puisqu'on ne sait pas tout, alors c'est qu'on ne sait rien et donc on n'agit pas. Cette réaction, je l'ai vécue très souvent comme journaliste de la part de rédacteurs en chef. Par exemple, j'ai un souvenir très précis. Il y a quelques années, à l'occasion d'une réunion du GIEC, je décide de faire un papier, un grand, sur 2 pages, avec comme seul sujet ce qu'on ne sait pas, les incertitudes. Par exemple, sur les précipitations, la mousson africaine, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, etc., etc. Et donc j'étais tout content d'avoir fait un papier montrant que la recherche ne cachait pas les difficultés qu'elle rencontrait dans l'étude du climat et la prévision de ce qu'il allait devenir. La conclusion du directeur de rédaction de l'époque de Libération, qui est le même que celui de maintenant, a été en comité de rédaction « Ah, donc on ne comprend rien ». Ce que ne disait pas l'article. Mais il avait envie que la conclusion soit « donc on ne comprend rien, donc ce n'est pas la peine d'agir, de faire la convention climat, etc. » Vous avez écrit cet article il y a longtemps, vous vous souvenez à peu près Ça devait en quelle être en année 2007. En 2007, vous le réécririez encore aujourd'hui. Est-ce que c'est pas donné, justement, sachant que même si c'est pas le but, souvent c'est perçu comme, finalement on s'alarme mais on est sûr de rien. Est-ce que c'est un angle qui vous semble dangereux, de prendre cet angle de l'incertitude? Non, et je continuerai à expliquer tout ce que les chercheurs ne comprennent pas encore dans la science du climat. Pour une raison fondamentale, c'est que il ne faut pas cacher les incertitudes, il faut au contraire expliquer que c'est une raison supplémentaire pour faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple précis. Comme vous l'a montré Katia Laval, les climatologues ont un gros problème avec la mousson africaine. En gros, certains modèles, on les fait tourner avec l'augmentation de CO2 et ils vous disent il y aura de plus en plus de précipitations et de plus en plus au nord du Sahel. D'autres modèles disent exactement le contraire. Il y aura de moins en moins de précipitations et en gros, la limite sud du Sahara va descendre. Vous êtes un responsable politique de ces pays-là, Mauritanie, Sénégal, Niger, des endroits qui sont quand même, d'un point de vue du développement humain, parmi les pires de la Terre. Il y a en gros 400 millions de personnes qui sont concernées par le problème. Si les scientifiques pouvaient dire à ces gouvernants et à ces populations, dans les 50 ans, 60 ans, 80 ans qui viennent, vous pouvez compter sur un vrai reverdissement de longue durée du Sahel. Restez où vous êtes. Faites des investissements dans l'agriculture. Il y aura un retour. Il y aura des productions qui vont augmenter. Vous pourrez nourrir les populations en augmentation rapide de ces régions sur place. Mais si c'est le contraire, non seulement on ne peut pas avoir cette perspective-là, mais il faut carrément organiser une retraite vers le sud. Et pas de 50 000 personnes, de dizaines, peut-être de 150 millions de personnes à l'échelle du siècle qui vient.
Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques ne peuvent pas dire à ces populations, à ces gouvernements, quelle va être la bonne stratégie. Or, on ne peut pas faire un compromis entre les deux, entre la retraite et puis... et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une raison supplémentaire pour ne pas trop bousculer le climat de manière à diminuer les incertitudes, parce que ça va, plus on va dans un sens, et plus on s'éloigne de la bonne solution si on a cru qu'on allait aller dans l'autre sens.